Bienvenue dans cette nouvelle émission où je vais essayer de faire perdurer un concept assez simple, tout le monde connaît, mais personne ne lit. Et qui de mieux placé pour cette première émission, peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres, mais de parler d'Iron Man. Et oui, Iron Man, depuis la sortie du film en 2008, c'est vraiment la figure de proue du MCU. Tout le monde connaît ce personnage, notamment grâce à l'interprétation que Robert Downey Jr. en a faite. C'est vraiment le personnage qu'on associe le plus aux super-héros aujourd'hui, aux modernes, comme Superman, Batman, Spider-Man. Iron Man est vraiment dans le top des personnages les plus connus. Et d'ailleurs, si on demande à quelqu'un qui est son personnage préféré du MCU, je pense que beaucoup de personnes vont répondre Iron Man. C'est vrai qu'au cours de différents films auxquels Robert Downey Jr. a participé, eh bien, il a créé un personnage très charismatique et sur lequel les personnes, quand bien même n'étaient pas d'accord, ont réussi à s'identifier et à suivre les aventures. Mais qu'en est-il du comics ? Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que personne, en tout cas personne, très peu de personnes lisent le comics Iron Man. Mais comment est-ce possible ? Ce personnage qui a été créé en 1962 par Stan Lee, dans les pages de Tales to Suspense, le numéro 39, donc depuis 62, nous sommes en 2025, donc 63 ans d'histoire, qu'est-ce qu'on retient sur le personnage ? Et si on interroge un petit peu les personnes, eh ben, si on dit voilà, quelle est ton histoire d'Iron Man préférée ? Eh bien, en fait, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes histoires. On va retrouver, pour ceux qui sont plus modernes, je dirais, Extremis, de Warren Ellis, qui date de 2005, ou on va retrouver le run de Michelini et de Layton, qui commence à partir de 1978, avec notamment Le Diable en bouteille, ou la deuxième partie du run, en 1987, second run plutôt, en 1987, où on va avoir la guerre des armures. Bien sûr, il y a aussi Doom Quest. Mais finalement, en 60 ans d'histoire, on retient quoi ? 3 histoires ? Le run de Michelini et Layton, partie 1, partie 2, Extremis, mais quid du reste ? Je ne peux pas croire que ce personnage soit si absent des comics qu'il soit devenu la figure de proue du MCU. Il y a forcément quelque chose. Et je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est fait à partir du volume 2. Il y a eu beaucoup de volumes d'Iron Man au cours du temps, mais je ne vais pas parler de toute cette partie des années 60, 70, 80, 90 même. Alors on va s'arrêter quasiment à la fin des années 90 avec la partie sur Heroes Return de Kurt Busiek et de Sean Chen à l'époque. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire une rétrospective sur le personnage d'Iron Man de manière un petit peu plus globale, peut-être avec des invités, de manière à ce qu'on puisse parler de ce personnage et de voir un petit peu quelles ont été les histoires au cours des précédentes années, des précédentes décennies. Mais on va commencer avec 1998. Kurt Busiek, suite à la parenthèse Heroes Reborn, réinvente d'une certaine manière, en tout cas il reprend les rênes du personnage d'Iron Man. Et Iron Man, c'est un personnage aussi très symptomatique d'une époque. Et je pense que c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a peut-être un désintérêt pour le personnage. On va peut-être en reparler en seconde partie. Mais alors, 1998, Kurt Busiek remet le personnage en rail. Il revient de la période Heroes Reborn. Voilà. Il revient, ça fait un certain temps qu'il est absent de cet univers. Et donc, un petit peu de manière un peu classique, malheureusement, on va avoir toujours les mêmes problématiques. L'entreprise a été rachetée, est-ce qu'il va la reprendre, est-ce qu'il va recréer quelque chose ? Forcément, il va recréer une nouvelle chose et repartir sur ses créneaux avec ses adversaires qui reviennent. Ce run qui a duré 25 épisodes est plutôt un bon run, même si il n'a pas été réédité depuis très longtemps en VF, il était uniquement dans les kiosques, et surtout, c'est un run qui est assez vieux, à la fois dans ses thématiques, etc. Mais il a le mérite d'exister. Après, on a un arc, je dirais, qui fait assez sens, avec Joe Quesada au dessin, c'est la partie de l'armure consciente, où Iron Man va se battre contre son armure. Voilà. Mais à part ça, voilà. On va dérouler un petit peu pour voir les différents runs, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, parce que là on est sur l'Iron Man volume 2, qui va se poursuivre au fur et à mesure jusqu'à la partie Invincible Iron Man, par Warren Ellis et Andy Ranoff.
qui va réinventer, moderniser le personnage d'Iron Man en 2005, avec le virus Extremis, qu'on a pu revoir d'une certaine manière arrangé dans Iron Man 3. Mais le virus Extremis permet justement à Tony Stark de devenir quelqu'un de plus fort, de plus présent et peut-être aussi de plus moderne dans son approche. Jusqu'à présent, Iron Man, c'était qui? C'était juste le gars dans une armure. Le dandy milliardaire qui vivote entre ses entreprises qui faisaient des armes, son revirement vers des technologies plus utiles pour l'humanité, mais finalement, voilà, il le scie un petit peu, on ne sait pas trop, ça représente d'une certaine manière un petit peu le personnage, voilà, qui faisait ou qui devait faire rêver à un moment donné les personnes, le dandy milliardaire, beau gosse, à qui tout réussit. Évidemment, on va voir que dans les comics, il y a beaucoup de choses qui ont écorné cette image, avec ses problèmes de cœur, avec ses problèmes d'alcoolisme, avec ses problèmes avec les femmes, beaucoup de choses, avec ses problèmes d'entreprise aussi. Mais surtout l'alcoolisme qui va être très très fort, qui va marquer. Là, avec Extremis, Warren Ellis a dit, voilà, tout simplement, on va faire un Iron Man 2.0, où il va pouvoir maîtriser de manière plus forte, pas toute l'électronique, parce qu'aujourd'hui le monde est connecté. Voilà. Mais ça date de 2005, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans déjà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce que c'est pas un peu daté? Et c'est toujours le problème des récits un petit peu de science-fiction, d'avoir quelque chose d'un peu daté quelques années après, parce que finalement la réalité dépasse la fiction ou avance d'une manière un petit peu différente. Après ce court arc, seulement 6 épisodes par Warren Ellis, on va retomber sur le run des frères Knopf, Daniel et Charles, qui vont reprendre le personnage et l'intégrer à la fois dans cette ère de Civil War, mais aussi dans son nouveau rôle de directeur du SHIELD. Ce run va durer de 2005 à 2008. Après 2008, donc coïncidence avec le film, on va voir le run de McFraction, qui est un run assez long finalement, puisqu'il va aller des épisodes 1 à 33 du deuxième volume d'Amazing Iron Man, mais également qui va reprendre la numérotation Legacy à partir de l'épisode 500 jusqu'à 527. Donc vraiment pas mal d'épisodes de McFraction, un run qui a fait couler un peu d'encre, dessiné en grande partie par Salvador Larroca, pas le spécialiste des visages, je vous l'avoue, et surtout McFraction va diluer vraiment ses intrigues. Autant le premier arc, les 6 cauchemars de Tony Stark étaient plutôt concis, après on va retomber dans une période très très longue où Tony Stark va s'enfuir du Hammer, etc. On est vraiment dans la période post-Secret Invasion et avec la montée du Hammer par Norman Osborn. Tout ça est vraiment très imbriqué dans la continuité, mais Fraction va quand même faire des choses vraiment à rallonge. McFraction va surtout rebooter la mémoire de Tony et lui faire oublier finalement qu'il a vécu tous les événements de Civil War, ce qui redonne une certaine virginité au personnage qui n'est pas forcément nécessaire. Son run va durer donc 2008 à 2012. Et après ce run, on va avoir un nouveau volume d'Iron Man, a priori le volume 4 d'Iron Man, scénarisé par Kieron Gillen. Kieron Gillen qui va faire 28 épisodes. Et il va reprendre un peu Extremis, mais le modifier, il va partir dans l'espace, il va faire des trucs, et surtout, si on peut noter le gros changement lié à son run, c'est l'introduction d'Arno Stark. Arno Stark était déjà un personnage existant dans des annuals de Spider-Man en tant que l'Iron Man 2020. Et là, en fait, il va nous faire toute une histoire liée à la parentalité des Stark, à Tony et Arno. Comment tout ceci s'imbrique dans un scénario à la fois un petit peu démon sur un destructeur de planètes et la manipulation génétique et plein de choses. Le run a été très décrié de par l'introduction d'Arno et surtout par les conséquences que ça peut avoir sur Tony. Voilà, parce que c'est bien au cours de ce run, attention, spoiler, si vous ne le savez pas, qu'on apprend que Tony Stark a été adopté. Il n'est donc pas le fils d'Howard et de Maria Stark. Voilà. C'est Arno, le fils, qui a subi des manipulations génétiques pour pouvoir devenir dans un futur le destructeur, pour pouvoir manipuler des armures, mais ces manipulations génétiques ont conduit à un état de santé assez faible. Et donc il a été toute sa vie, quasiment jusqu'à ce que Tony découvre son existence, dans un poumon de fer, en fait, d'une certaine manière.
Donc ce run a fait coller beaucoup d'encre parce que pourquoi changer les origines d'un personnage aussi connu? Pourquoi lui donner autre chose? Alors autant on peut comprendre l'inné et l'acquis. Est-ce que c'est l'environnement qui a conduit à ce que Tony Stark soit Tony Stark, ou est-ce que c'était déjà ce qu'il avait dans son patrimoine génétique? De facto, Kieran Gillen répond à la question, puisque voilà, il n'y a pas de lien entre les Stark et Tony. Ce qui change beaucoup de choses, et je pense qu'il peut créer un schisme justement avec la version du MCU, où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça sort? Pourquoi? Comment? Et je pense qu'on est vraiment là dans la période où Iron Man bat sérieusement de l'aile. Ce run va jusqu'à 2014, et 2014, on a une parenthèse, puisqu'on a une toute petite série qui s'appelle Superior Iron Man, scénarisée par Tom Taylor et qui fait suite à Axis. Lors de cet event, Axis, la personnalité de certaines personnes, qu'ils soient gentils ou vilains, a été inversée. De fait, Carnage, qui est un psychopathe, essaye de faire le bien. Et Iron Man a été lui aussi inversé, et donc il se proclame le supérieur Iron Man. Cette série va faire que 9 numéros et va s'arrêter avec Secret Wars. Post-Secret Wars, c'est Brian Michael Bendis qui reprend le personnage d'Iron Man. Donc à partir de 2015, avec Invincible Iron Man, volume 3. Seulement 14 épisodes et de grands espoirs sur cette série, parce que Brian Michael Bendis, il a fait vraiment des runs extraordinaires, sur un personnage qu'il connaît déjà via les Avengers, qu'il a déjà écrit, et surtout sur un personnage qui, d'une certaine manière, peut vraiment lui correspondre. Ça semble être vraiment le bon pari de mettre ce scénariste sur cette série. En plus, accompagné de David Marquez et de Deodato Jr., vraiment des bons artistes également. Malheureusement, le run va être un peu bizarre, et va surtout être couplé avec du Civil War 2, avec l'arrivée de Riri aussi, qui va créer lors de ces épisodes, et il me semble aussi du X-Men versus Inhuman. Voilà. Tout ça, ça fait un mélange, et finalement, la direction que prend Bendis, c'est pas top. Voilà, il essaie de faire des trucs, mais surtout il va mettre en avant finalement un personnage auquel on ne s'attendait pas vraiment, c'est le personnage de Doom. Et c'est pour ça qu'en 2016 jusqu'en 2018, il va créer la série Infamous Iron Man, où Victor Von Doom va reprendre l'armure de Tony et va devenir l'Infamous Iron Man. On va avoir une série de 1 à 12, et puis après on va revenir dans une version plus classique d'Iron Man avec la reprise du Legacy jusqu'à l'épisode 600, qui fait culminer la série à la fois Infamous Iron Man et la série Iron Man avec Riri Williams et l'IA de Tony Stark. Suite à cet épisode 600 où Bendis range tous les jouets qu'il a pu manipuler, on va passer sur un autre run, le run de Dan Slott. Dan Slott qui va faire 19 épisodes sur la série qui se rebaptise. On avait Iron Man, Invincible Iron Man, là on va voir Tony Stark, Iron Man. Et donc 19 épisodes où il va, avec Valerio Schiti, à faire des choses plutôt pas mal jusqu'à ce que se perdre complètement, ce qui est un peu dommage, avec l'innommable Iron Man 2020 qui sort en 2020, 6 épisodes qui vont ruiner pour moi ce run, et grosse facepalm pour ma part pour sur les personnages, sur l'écriture, sur ce que ça raconte. Même si Dan Slott avait des thèmes intéressants, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça dans Iron Man? Je ne suis pas sûr. En 2020 jusqu'en 2023, c'est un autre scénariste qui va relancer un nouveau volume de cette série avec l'Iron Man volume 5, où c'est Christopher Cantwell qui va faire 25 épisodes. Alors là, on a un Iron Man que le scénariste va déconstruire. Voilà, ça y est, il n'est plus du tout en odeur de sainteté avec les réseaux sociaux, avec un certain nombre de choses. Il va déconstruire Iron Man avec Hellcat, qui va vraiment lui dire ses 4 vérités. Il va essayer de reconstruire le personnage d'Iron Man, d'essayer de lui faire comprendre un petit peu que le monde a changé et que lui aussi doit changer. Ce run a des bonnes idées, mais souffre un petit peu de cette tendance. Est-ce qu'on a vraiment envie, quand on suit un personnage, que celui-ci soit rabaissé à chaque fois et qu'il ne puisse pas finalement juste évoluer de manière un petit peu organique, plutôt qu'on lui tape dessus de manière un peu forcée. Voilà. On est dans cette thématique qui sont intéressantes de déconstruction et de reconstruction, mais sur lesquelles
Cantwell vraiment force le trait à mon sens, et ça devient un peu pénible. On se dit bah voilà, mais j'ai envie de suivre un personnage un peu épique, un peu un héros, et en fait il est souvent, très souvent cassé, remis en place. Voilà, on a du mal finalement à pouvoir se dire ok, si j'ai envie de suivre ce personnage, et il n'est même pas assez pourri pour qu'on dise ouais, j'ai envie de le suivre, même s'il est pourri. C'est un mélange des deux, et pour moi le mélange ne fonctionne pas très bien, et c'est d'ailleurs là aussi toute la différence avec le MCU, où on n'a pas du tout ce rapport, où même si Tony fait des erreurs, on ne va pas vraiment insister dessus. Ça sera des points, mais alors que là, je trouve qu'on insiste beaucoup trop, et le personnage perd vraiment de sa superbe. En 2023, jusqu'en 2024, c'est un autre scénariste qui reprend, c'est Jerry Duggan. Dans la reprise des Mutants via Krakoa, il décide de faire un petit run, 20 épisodes seulement, d'Iron Man, qui va s'intégrer dans son histoire avec les X-Men. Et d'ailleurs, il va faire une liaison entre Tony Stark et Emma Frost. Alors j'avoue que ce run, je l'ai lu, c'est assez lié, mine de rien, à tout ce qui se passe sur Krakoa, en tout cas sur la fin de Krakoa, avec les sentinelles, etc. Ça m'a pas forcément marqué, j'avoue. Je trouve juste que la fin, avec le Deus Ex Machina, je trouve ça un petit peu too much, mais bon. Mais finalement, là aussi, on a l'impression qu'on a un Tony qui subit plus les choses qu'il n'est acteur. Un peu dommage. Enfin, le dernier volume, Iron Man volume 6, de Spencer Ackerman, qui est en cours, mais dont on sait déjà qu'il va s'arrêter, puisque c'est Joshua Williamson qui va reprendre le Iron Man volume 7, on est déjà à 7 volumes d'Iron Man, à partir de janvier 2026. Donc on sait que ce run va être très court, encore moins d'une année, une année, 12 épisodes, et surtout, c'était quoi ? C'était Tony Stark qui revoit des nouveaux ennemis, qui mélange la magie et la science, parce que Tony n'est pas trop enclin avec toute la magie. En tout cas, moi, tel que je perçois le personnage, Tony n'a jamais été vraiment dans la magie. Au contraire, la magie s'opposant à la science, il est toujours un petit peu gêné. Sauf quand Bendis décide d'en faire le sorcier suprême. Bon, bref. Mais normalement, Tony la magie, c'est pas trop ça. Partout c'est ça. Mais donc le premier arc, c'est un peu ça, avec un dynopéa, avec de la magie, on vend les âmes, etc. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. La deuxième partie, plus liée à World Under Doom, que je n'ai pas lu. Voilà, sachant que le principe, c'est que, alors peut-être la seule bonne idée de ce court run, c'est que Tony ne cesse d'utiliser, d'ailleurs avec le run de Duggan, il utilise un super métal, voilà, qui donne de la magie, etc. Blablabla. Et là on se découvre que le métal, en fait, est corrompu, et donc il est obligé de revenir à quelque chose de plus traditionnel. C'est un peu le steampunk d'Iron Man, avec presque de la vapeur pour avancer. Bon. Ouais, non, je sais pas. Disons que Tony Stark est monté très très haut dans la technologie, avec Extremis qui a permis de faire des choses vraiment très très poussées. Et là, on retombe vers un personnage où finalement, il ne doit plus avoir accès à Internet, il ne doit plus avoir accès à l'IA, il ne doit plus avoir accès à ça pour fonctionner. Ouais, là aussi, c'est peut-être un petit peu bizarre. Donc pour conclure, finalement, je voudrais citer un petit peu tous les différents arcs depuis 98. Est-ce qu'il y en a vraiment qu'on retient ? Est-ce qu'il y en a vraiment un où on se dit, waouh, ça c'était vraiment bien, j'ai envie de le lire ? Le personnage de Tony Stark aujourd'hui est très compliqué. C'est vrai qu'un riche marchand d'armes, c'est plus trop à la mode. Même un riche entrepreneur, c'est plus trop à la mode. Voilà. Faut voir ceux qu'on a actuellement qui, dans le monde réel, et les idées qu'ils peuvent propager, donc c'est jamais très très bien. Donc c'est vrai que Tony Stark, il a du mal à se positionner aujourd'hui sur un public plus jeune, ou voire même un public qui est un peu vieilli et qui a envie de suivre des histoires. Parce qu'on n'est plus dans les histoires qu'on avait avant, où on avait cette histoire un petit peu, je dirais, industrielle quand même, et d'héroïsme. Là, on est dans un mélange de trucs, on ne sait pas trop où il y va. Et comme beaucoup de séries Marvel, malheureusement, le cast historique d'Iron Man a disparu au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui existe. Il y a Pepper Potts qui revient de temps en temps, qui était revenu un petit peu avec Infamous. Depuis, j'ai l'impression qu'elle est, je sais pas trop. Riri, qui
un personnage qui a du mal à accrocher, parce que très vite on l'a propulsé trop, et bon, elle intervient dans le run de Cantwell et le run de Dugan, mais j'ai pas l'impression que ce soit un personnage très charismatique, en tout cas dont on a envie de suivre les aventures. Je n'ai pas lu le run d'Heavy Wing dessus, je pense qu'il doit être un peu mieux, mais c'est vrai qu'elle a tendance à être quand même assez mal écrite, assez arrogante, assez cinglante vis-à-vis de Tony. Voilà, un petit peu à la fois... c'est ça, c'est l'arrogance de la jeunesse d'une certaine manière, mais c'est un petit peu trop. On se dit, voilà, Tony a vécu plein de trucs, il a fait des erreurs, mais elle a fait aucune erreur, elle est géniale, elle est formidable. C'est un petit peu trop much. Malheureusement, on est souvent sur cette opposition entre les personnages au lieu de l'alliance de personnages. Voilà, donc c'est compliqué. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vrai que si tout le monde connaît aujourd'hui, personne ne lit. Et pourquoi ? Parce que globalement, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes histoires à lire ? Voilà, sur cette période, moi, qu'est-ce que je sauve ? Le run de Busiek, mais il n'est pas non plus le plus extraordinaire. Extremis, effectivement. Le run des frères Knopf est pas mal, mais je pense qu'il souffre aussi de certaines choses. Et après, qu'est-ce qu'on a ? Premier arc de Fraction, la première partie de Slot, le Bendis, c'était graphiquement très beau, il y avait quelque chose, mais pour moi, c'est vite retombé dans tous ses travers et il amène pas grand-chose. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué de se dire aujourd'hui, quoi lire, en fait. Je fais un parallèle parce que, comme vous le savez, je suis un grand fan de Spider-Man. Spider-Man, quand bien même les épisodes aujourd'hui sont pas forcément les plus fous, je pense qu'il y a vraiment, avec Zeb Wells, même s'il y a quelques épisodes qui sont pas si mal, mais en fait on est quand même dans du moyen, voire mauvais, mais ça ne date de pas si longtemps. Il y a eu tout le run de Straczynski, le run de Slott, Spencer, même s'il partage, mais voilà, on a quand même on a eu des choses à manger, on a eu le Supérieur, on a eu le Spider-Verse, on a eu Morlin, on a eu la revue un petit peu des erreurs du passé, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, là où Iron Man, j'ai l'impression que on avance, on recule, le personnage n'est pas si bien caractérisé que ça, parce qu'on ne sait plus comment le caractériser aujourd'hui. Le personnage tel qu'il existait dans les années 80 n'est plus adaptable aujourd'hui, malheureusement, de par l'évolution et de par ce qu'il est, en fait. Un riche entrepreneur aujourd'hui, c'est compliqué, en fait, de savoir, on est dans un monde, malheureusement, où la réalité a dépassé la fiction, et où ce type de personnage ne fait plus rêver aussi. Voilà, le self-made man, voilà, je vais le dire parce que aujourd'hui, est-ce qu'Elon Musk fait vraiment rêver les gens ? Voilà, avec ses positions, voilà, il y a eu cet aspect technologique, mais qui n'est jamais vraiment marqué. Iron Man souffre aussi et Tony Stark, de cette évolution où on se dit, voilà, mais si vous pouvez inventer des voitures volantes il y a 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, le monde, il devrait être très différent. C'est toujours la difficulté qu'on a, et que je retrouve aussi dans les 4 Fantastiques. Si Reed Richards c'est le plus intelligent de la Terre, pourquoi il ne sauve pas l'humanité ? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que ça ne fonctionne plus. Alors, est-ce qu'il faut retomber sur quelque chose de plus terre-à-terre, avec des principes, etc. Plus dans l'essence d'Iron Man. Iron Man, c'est quoi ? C'est un gars qui, dans une grotte, peut faire une armure, et qui est absolument fan d'électronique, qui a besoin de ça pour s'isoler, et pour sauver, et qui fait des erreurs, mais qui essaye de faire le bien. C'est toute l'essence. Donc je sais pas. C'est difficile en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas à me dire, si vous lisez Iron Man, si vous avez du Iron Man récent, sachant que le dernier qui est sorti en librairie, c'est le run de Dan Slott. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le run de Cantwell, pas eu le run de Dugan, pas eu le run d'Ackerman encore. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et je pense que le personnage vend plus. Là, on est dans une très bonne période côté intégral, et encore, ça n'a pas suffi, puisque la partie des épiques, on n'aura pas le 3e volume qui conclut le second run de McKinney et Layton.
Donc c'est quand même compliqué ce personnage. Et si les personnages réussissent à se réinventer, je pense notamment à Hulk qui s'est réinventé via Immortal Hulk, qui a vraiment remis de l'enthousiasme dans le personnage pour le découvrir, malgré le fait qu'il soit extrêmement maltraité dans l'MCU. C'est un peu la différence. Iron Man très haut dans l'MCU et très bas dans les comics, et l'inverse pour Hulk. Très bas dans le MCU et plutôt haut dans les comics. Alors est-ce que c'est ça le truc? Est-ce que le personnage est trop exposé et de fait le cahier des charges est trop important pour qu'on puisse véritablement faire ce qu'on veut avec? Ou alors on ne sait pas le raconter. On ne sait plus comment raconter ce personnage parce qu'il n'est plus du tout dans l'air du temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, si vous lisez du Iron Man récent, les arcs que vous retenez de cette période de 98 à 2025, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça, à regarder, pour qu'on aille peut-être un peu plus loin que là où je suis allé, qu'on voit aussi peut-être de 62 à 98, qu'est-ce qui s'est passé finalement sur les 36 ans avant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter en masse. J'attends un peu vos retours sur ce personnage et à vous abonner si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis ciao.